Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine qui se sont passées dans la foulée de la course à la direction du Parti conservateur. Catherine, je commence avec vous. Sur le nombre de cartes de membres vendues en prévision du choix du nouveau chef, le parti avance le chiffre record de 600 000 cartes. Est-ce que vous êtes surprise par ces chiffres? Plus ou moins, on sait que les cartes, en fait, la vente de cartes de membres a été extraordinaire. Vraiment, c'est du jamais vu. Là. Écoutez, pour vous donner une idée, Andrew Scheer, lorsqu'il a gagné en 2017, il avait vendu l'équivalent de 10 000 cartes. Là, on parle de centaines de milliers selon les camps ou de dizaines de milliers. Donc, c'est absolument énorme. Ceci dit, je veux dire, je pense que, l'ampleur de la vente de cartes de membres doit quand même nous étonner. C'est un bon signe pour le parti, certainement. Moi, là où je me questionne, c'est à savoir, ce chiffre de 600 000 cartes de membres, pardon. En fait, ça veut dire que certains camps, peut-être, ont gonflé leurs chiffres un peu, là, parce qu'on parle de 300 000 pour Pierre Poilievre, 150 000 pour Patrick Brown, et il y avait déjà environ 170 000 membres qui étaient déjà au sein du Parti conservateur. Oui, parce que, Yves, les chiffres vont être confirmés d'ici le 29 juillet. Pierre Poilievre, effectivement, affirme avoir vendu plus de 300 000 cartes à lui seul. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres révélés par le clan de Pierre Poilievre? Oui. Écoutez, c'est possible qu'il en ait vendu plus de 300 000, mais le parti ne dira jamais si c'est vrai ou non. Pour une raison bien simple, c'est que s'ils disent que c'est vrai, ça veut dire qu'ils gagnent au premier tour et la course est terminée. Alors, bien évidemment, le Parti conservateur ne le dira pas, continuera de dire que tout est possible en raison des choix préférentiels et que le suspense doit régner. Mais entre vous et moi, le suspense est un peu artificiel parce que si les chiffres avancés par l'équipe Poilievre sont exacts, il n'y en aura pas de course. Joël Denis, justement, on a vu cette semaine deux députés conservateurs de l'Ontario qui ont laissé tomber leur appui à Patrick Brown pour se joindre au clan Poilievre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Peut-être que M. Patrick Brown a moins d'attrait que ce à quoi on s'attendait au début. Mais on a voulu relativiser les choses un peu du côté du camp de Patrick Brown en disant qu'on venait de perdre 2 votes, mais qu'on allait en récupérer des milliers d'autres. Donc, ça a fait mal quand même à l'image de Patrick Brown. Il a été sur le défensif pendant quelques temps. Maintenant, pour revenir aux questions des cartes de membres qui ont été vendues, ça veut dire une chose aussi, Esther, qu'il ne faut pas négliger, c'est que tout l'argent va dans les coffres du Parti conservateur. Chaque carte de membre vendue, c'est 15 $. Ça veut dire que le Parti conservateur, si c'est 600 000 membres, là, ça veut dire qu'il va empocher pas loin de 9,5 millions de dollars dans ses coffres. Juste avec cette course au leadership, c'est beaucoup d'argent. Il s'agit de voir si ça va se concrétiser, mais le Parti conservateur risque de faire fortune avec cette course au leadership. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais l'argent va dans les coffres du parti. Catherine, autre nouvelle cette semaine. Il y a des voix qui s'élèvent pour demander la tenue d'un 3e débat officiel dans cette course. Il y en a eu 2 organisés par le parti. On voudra un 3e. Il semble qu'il y a seulement Pierre Poilievre qui n'est pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un 3e débat d'ici le 10 septembre? Pour l'instant, le Parti conservateur y réfléchit, ne veut pas confirmer si ce 3e débat officiel aura lieu ou non. Évidemment, le parti s'était toujours réservé le droit d'en avoir un de plus en anglais. Et vu le succès là, plus ou moins retentissant du seul débat en anglais officiel qu'il y a eu, je pense que le parti serait tenté là, de répéter l'exercice là, peut-être en permettant un débat. Ceci dit, moi, ce que ça m'indique, là, Esther, de la part des camps Charest et Brown, entre autres, là, d'autres candidats aussi veulent un débat. En fait, c'est qu'ils veulent essayer de convaincre les membres, finalement, peut-être qui ont acheté leur carte de membre pour M. Poilievre, de voter pour eux à la place. Donc, je pense pas que ce soit le signe là, finalement d'un succès retentissant pour eux nécessairement. Ça semble plutôt être le signe un peu de désespoir là, finalement pour tenter de recruter et d'attirer les membres. Ouais. Et Yves, il reste encore 3 mois d'ici au 10 septembre. 3 mois, c'est long quand même. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, à partir de maintenant? Écoutez, je pourrais dire pas grand-chose parce que l'été, on s'entend, la saison politique est assez au ralenti. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? C'est à quel point
ceux qui mènent dans la course vont réussir à aller chercher des membres des autres, ceux qui sont moins à surveiller. Et ce sera davantage du jeu de coulisses et des soupers spaghettis. Parce que dans la grande saison politique, ça se termine là, dans les prochaines semaines et vraiment, ça va reprendre. Je dirais que l'action comme telle va reprendre à la mi-août, où les candidats seront davantage sur le terrain. Mais j'ai pas de très grandes attentes pour fin juin, juillet et les 2 premières semaines. Joël Denis? Moi, ce sera de surveiller s'il y a un des candidats qui tire de l'arrière, va abandonner la course. Il y a des gens qui vont continuer à dépenser de l'argent durant cette course pour tenter de mobiliser les troupes, mais on va peut-être manquer un peu de fric de la part par exemple, de Roman Baber, dont les appuis sont quand même limités. Même chose pour Scott Hutchison. Et donc, s'il y a des abandons, qui pourrait en profiter? Ça, ce sera surveillé les possibles abandons de certains des candidats. Ouais. On verra, effectivement, au cours de l'été. Un autre sujet qui a retenu l'attention cette semaine, il y a le premier ministre Trudeau qui a participé au sommet des Amériques en Californie. Bon, il y a eu une rencontre bilatérale avec le président Biden des États-Unis. Catherine, bon, c'est un sommet qui fait surtout parler en raison de ses absents, notamment le président du Mexique. Qu'est-ce que le premier ministre Trudeau et le Canada peuvent finalement espérer comme résultat de cette rencontre, ce sommet-là? Bon, c'est sûr que cette absence du Mexique, finalement, ceux qu'on invitait, c'était la décision des États-Unis, donc le Canada n'avait finalement rien à voir là-dedans. Par contre, ce que M. Trudeau peut en tirer, en fait, c'est qu'il peut parler de ces sujets chouchous, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Il parle de changement climatique. On l'a vu plus tôt aujourd'hui, là, en fait, en conférence de presse avec le gouverneur de la Californie, M. Newsom. Et puis vraiment, on sentait là, qu'il y avait, il y a cette entente, une sorte de bourse sur le carbone, finalement, un peu calquée sur le Québec il y a 10 ans. Donc, évidemment, c'est une opportunité pour Justin Trudeau, finalement, d'afficher ses plus belles couleurs, de parler des sujets là, qui l'intéressent et finalement de tisser des liens avec les politiciens américains. Et d'ailleurs, je me permettrais de mentionner que le gouverneur là, de la Californie était bien impressionné par le projet de loi sur les armes à feu. Là. Donc, disons, c'est un beau voyage pour Justin Trudeau. Ouais. Et Yves? Je vous dirais, Esther, que ce qu'on retient habituellement du sommet des Amériques, c'est les manifestations qu'il y a à l'extérieur et rarement le contenu du sommet. Et cette fois-ci, il y a ni grande manifestation, ni grand contenu. Vous avez parlé des chicanes entre nombreux pays, mais Justin Trudeau démontre encore une fois qu'il ne fait plus partie des ligues majeures. On peut s'attendre à un certain nombre là, d'ententes bilatérales. Et comme celle avec la Californie, là, c'est bien intéressant, mais on s'entend que les changements climatiques, c'est mondial et une entente avec la Californie, mondialement, ça n'apporte pas grand-chose. Alors oui, Justin Trudeau est là et il serre beaucoup de mains, il paraît bien, mais est-ce qu'il va sortir de là avec quelque chose qui va sortir de son chapeau, un lapin qui va sortir du chapeau? J'en doute énormément. Il n'est plus un joueur majeur sur la scène internationale. Donc, les attentes qui ne sont pas élevées de votre côté. Yves, Joël Denis, je vais terminer avec vous sur un autre sujet. Non. Le directeur parlementaire du budget a fait savoir cette semaine que le gouvernement fédéral devrait injecter 75 milliards de dollars de plus dans ses dépenses militaires d'ici 5 ans pour atteindre l'objectif de l'OTAN du 2 de son PIB. Vous vous attendez à quoi comme réponse du gouvernement Trudeau à cet égard? Essentiellement qu'on n'a pas forcément cet argent pour investir dans les dépenses militaires. Oui, on va les augmenter, mais pas de cet ordre-là. Et d'ailleurs, c'est un peu la conclusion du directeur parlementaire du budget. C'est hors de mesure, comme il le disait dans son rapport, de vouloir investir autant d'argent supplémentaire, 75 milliards sur 5 ans, et surtout avec les déficits qu'on accumule à l'heure actuelle et d'autres priorités qui sont vraiment plus pressantes en ce moment. Quoique la défense est devenue une chose prioritaire pour le gouvernement en raison de la guerre en Ukraine, évidemment. Ouais. En tout cas, pour l'instant, on est loin du compte. C'est le moins qu'on puisse dire. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. Bon week-end à vous trois. Merci. Merci, bon week-end. Au revoir. Au revoir.